Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenta. 13 Mémoire de radio, presente. Henri Tizot. Jawohl! Jawohl, in der Welt, in der wir leben, liegen die Dinge nun einmal so, wie sie sind. Ich bin glücklich. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin glücklich. Heute hier in Pâté-Marconi unter Ihnen sein zu können. Vive la République! Vive la France! Il est 15 heures précises, plus de 800 journalistes et diplomates sont là. Les photographes se précipitent, le rideau rouge s'est écarté, le président qui porte un complet sombre apparaît. Il salue de la main l'assistance qui s'est levée et l'invite à se rasseoir. Mesdames, Messieurs, je me félicite de vous voir. Je vous remercie de la visite que vous avez bien voulu me rendre. Nous allons attendre quelques instants que ces messieurs les photographes aient terminé leur travail. Le président ôte ses lunettes et manifeste un peu d'impatience vis-à-vis des photographes. Et nous revoilà, mon cher et vieux pays, face à face à nouveau. Hier, bien peu misait franchement sur nous, comme l'atmosphère alors était lourde. À présent, tout le monde veut parier sur la France. Mesdames, Messieurs, nous avons à parler d'un certain nombre de problèmes, sur des objets fort importants aussi. Je demande à ceux d'entre vous qui ont des questions à poser de le faire dès à présent. Alors, messieurs, je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur le Président, oui. Les essais nucléaires soviétiques compromettent-ils la paix internationale? Bien. Je vous en prie. Monsieur le Président, pensez-vous qu'un conflit mondial à propos de Berlin puisse être évité? Oui, bien, et puis... Les changements de votre politique sont-ils compatibles avec l'unité nationale? Ah, voilà une question qu'on peut appeler d'opportunité, bien. Et encore... Monsieur le Président, je vous en prie. On a en France, les questions... Enfin, on a une prise de conscience du secteur d'expansion. Je dis que vous entendez des classes. Pourriez-vous dire votre prise de conscience sur votre politique en face du problème agricole? Oui. Voulez-vous être assez aimable pour me répéter votre question? Je vous en prie. Oui. Quelle est votre politique en face du personnel pour l'idée agricole? Oui, bien, bon. Et puis, c'est tout, je vous en prie. Monsieur le Président, oui. approuvez-vous la décision britannique d'adhérer au marché commun? Bien, madame, bien. Fort bien. Et puis, il me semble que quelqu'un m'a aussi posé une question sur le grave problème des pigeons de Paris.
Alors, je vais vous répondre. On me parle des pigeons. Je dois dire que je n'en suis pas surpris. D'ailleurs, dans le monde où nous sommes, les choses étant ce qu'elles sont, tout se tient, comme on dit. La terre est ronde et l'univers est petit. Et puis il nous faut en finir. Nous sommes décidés, nous sommes décidément décidés d'en finir définitivement avec cette affaire aérienne. Et de fait que Paris, pour l'instant, est une ville où sévit la fiente. Et de fait qu'il existe auprès des pigeons plus d'1 million de statues, de souches, qui sont elles aussi implantées, qui ont le droit strict de l'être. Il est de fait également que les pigeons qui naguère souillaient quotidiennement une 50aine de statues civils et militaires ne font à présent que 7 ou 8 victimes, dont 4 ou 5 monuments. Mais aux yeux de la France, ce qui est en cause par-dessus tout, c'est l'avenir des pigeons de demain. Le cessez-le-fiante, c'est un préliminaire. Compte tenu de toutes ces données, en 1959, j'ai proclamé le droit des populations aériennes à l'oiseau-détermination. En 1960, j'ai à maintes reprises affirmé, sans embâche, que les oiseaux seraient aériens au-dedans et au-dehors. En 1961, j'ai demandé au peuple français de m'approuver, ce qu'il a fait, par un référendum. Tous les oui francs et massifs, il y en avait beaucoup. En tout, c'était joyeux. Et parmi ceux qui ont voté non, combien l'ont fait à contre-cœur? En un mot, que représente donc cela? Cela, c'est le bon sens, le but, le succès. Et cela s'appelle la dépigeonisation. Oui. Pourquoi resterions-nous accrochés à bout de bras à des dominations coûteuses, salissantes et sans issue, alors que ce dont il s'agit, c'est du dégagement? Ce que ces oiseaux nous coûtent, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup plus qu'ils ne nous rapportent. Le métier d'être les possesseurs et les nourrisseurs des pigeons, nous n'y tenons pas du tout. Assurément, de fil en aiguille, comme on dit, si les populations aériennes, lors de l'oiseau-détermination, veulent, en dépit de tous, se laisser entraîner à une rupture avec la France, eh bien, nous n'y ferons que l'opposition. Naturellement, il nous faut toujours avoir une solution de recours. Sans la souhaiter, la France dispose de cette solution. Elle consiste à mettre les pigeons d'un côté et les statues de l'autre. Dans cette hypothèse, il va de soi
que ceux des pigeons qui voudraient rester sur les statues y resteraient. Ces statues, nous les regrouperions dans nos musées, parce que c'est la nature des choses, et nous assurerions leur protection. Quant aux édifices ainsi privés de leur statut, eh bien, il nous faudrait de toutes ces pierres faire quelque chose de particulier. Nous les classerions monuments sous-développés. Et ensuite, on verra bien. La France est fière des services que lui a rendus, lui rend et continuera de lui rendre sa voirie. Et cela en dépit du tumulte, du trouble, du tracassin causé par un carteron de bailleurs en retraite dont c'était le devoir, l'honneur et la raison d'être d'embellir et de ne point salir au nom de la France. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route aux auteurs du pigeonnamento, en attendant de les réduire. Français, voyez, où risque d'aller la capitale par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, Français, aidez-moi. L'assemblée magnifique. Et quand nous voyons cette magnifique et vibrante assemblée, nous sommes émus et réconfortés. J'ai été grippé, mais je vais mieux. Et mon dernier mot sera le même que le premier. Merci, vive la République, vive la France, content de vous voir. Content de vous voir. Je ne trouve pas de copains pour aller à la pêche quand je suis en vacances. Mais pour pêcher quand même le double de poissons, je me suis fait une raison. J'y vais avec De Gaulle et toute la journée je pêche avec De Gaulle pour remplir les paniers. Ce n'est pas toujours drôle pour surprendre les truites. Surtout qu'avec De Gaulle, on leur fait peur tout de suite. Je ne trouve pas de copains pour m'aider le dimanche à faire tomber des branches les fruits de mon jardin qui sont mûrs maintenant. Alors en attendant, j'y vais avec De Gaulle quand arrive le samedi. Bien sûr ce n'est pas drôle, mais faut que je cueille mes fruits. Faire ça avec De Gaulle, ce n'est pas l'idéal, car pour manier De Gaulle, c'est un drôle de travail.
Samedi dernier, mes amis, avec moi pour changer, j'ai emmené une fille. Mais hélas, tous les deux, on était trop petits pour faire tomber les fruits. L'aurait fallu de Gaulle, une pour elle, une pour moi. Chacun avec sa Gaule, on aurait pu, ma foi, faire tomber toutes les figues, les pommes, les noix, les poires. Fallait vraiment de Gaulle, sinon où serait l'histoire? Compte tenu de toutes les données parisiennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autocirculation soit proclamé aujourd'hui. Au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue le code de la route, de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les automobilistes parisiens dans leurs 20 arrondissements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Naturellement, je ferai en sorte aussi que tous les piétons aient à entériner ce choix. Comme il est de l'intérêt de tout le monde, et comme il est de l'intérêt de la France, que la question soit tranchée sans aucune ambiguïté. Nous regardons les choses comme elles sont. En fait du destin de la circulation parisienne, chacun sait qu'on peut en imaginer trois. Eh bien, les trois solutions concevables seront l'objet de la consultation. Ou bien le retrait de toutes les voitures de Paris, dans lequel certains croient voir la fin des embouteillages. Alors, les voitures quitteraient les automobilistes qui auraient manifesté la volonté de se séparer d'elles. Pour ma part, je considère un pareil aboutissement comme invraisemblable et désastreux. La circulation étant actuellement ce qu'elle est, et le monde ce que nous savons, la voie publique deviendrait un affreux chaos, un tohu-bohu épouvantable. Un piétinement de piétons, l'engorgement généralisé de toutes les bouches de métro, qui dès lors seraient prises d'assaut, et les Parisiens, qui ne pourraient plus se déplacer qu'à pied, tomberaient à coup sûr sous la dictature belliqueuse de qui? Hélas, hélas,
Et là, d'un carteron de marchand de chaussures qui ne manquerait pas d'abuser de la situation. Mais il faut que le démon soit exorcisé et qu'il le soit par les automobilistes eux-mêmes. Car si par un extraordinaire malheur il devait arriver que telle fût leur volonté, il va de soi que tout sera mis en œuvre pour que l'exploitation, la diffusion, l'organisation, la propagation et l'obligation de la vignette, qui est l'œuvre de la France, soit assurée quoi qu'il arrive. Les piétons devraient alors s'acquitter de ce droit et seraient autorisés à se déplacer dans Paris munis d'un brassard sur lequel serait inscrit « Oui, 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 je ferai le tour du monde avec la vignette 1961. » Ou bien la motorisation complète et obligatoire. Les Parisiennes de Paris, les Parisiens de Paris, de tout âge, de toutes origines, de toute profession, de toute confession, apprendraient à conduire, soit dans des auto-écoles laïques, soit dans des auto-écoles libres, stationnant et circulant où bon leur semble, à n'importe quelle heure de la journée, sur toute l'étendue du territoire de la République. Bref, tous automobilistes à part entière, qui dès lors circuleraient et stationneraient effectivement depuis Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Dans cette hypothèse, il va de soi que ceux des piétons qui voudraient rester piétons le resteraient. La France organiserait, si c'était nécessaire, leur redressement et leur regroupement au sein d'une communauté de piétons sous-développés qui, ne pouvant prétendre à l'achat d'une voiture, se contenteraient de se déplacer sur le macadam parisien muni d'un passage clouté individuel et portatif. Ou bien le gouvernement des automobilistes par les automobilistes, appuyé sur l'aide de la police et en union étroite avec elle. Parce que c'est la nature des choses. Pour l'établissement des contraventions, l'organisation des zones bleues, la direction des voitures pilles, des voitures pièges, l'organisation des opérations grues, en dépit du tracassin des équipes de la hargne, de la rogne et de la grogne. Mais alors, on dit que la police d'Union soviétique, ou la police américaine, ou l'une et l'autre à la fois, voudrait se mêler de la circulation parisienne. Je réponds qu'à toutes les deux, je leur souhaite d'avance bien du plaisir. Françaises, Français, en toute quiétude, l'autoroute est tracée, la décision est prise, la partie est digne de la France. Vous venez d'entendre Henri Tizot, ex-pensionnaire de la Comédie Française, dans l'autocirculation dont il est l'auteur. Henri Tizot.
que quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure. Bon, je vais vous répondre. Eh bien, oui. La soirée est terminée. Peuple français, en avant! Eh bien, mesdames, messieurs, pour rester dans l'histoire de France, lors de la Grande Révolution, la première, celle de 1789, tout le monde le sait, Louis XVI avait écrit dans son journal, le 14 juillet, il avait inscrit rien et il était parti à la chasse. Le général, lui, a pas fait pareil. Voici la Révolution de 1968, vue jour après jour par le général. 13 mai. Ils me font rire, ces étudiants. Pourquoi aller chercher Mao, puisqu'ils ont Mao 1 ? 16 mai. Les Français, je les emmerde, mais ils me le rendent bien. 17 mai. Autrefois, la France tenait le haut du pavé. Aujourd'hui, elle le jette. Mais je suis bien tranquille. Quand ils auront foutu le pavé dans la mare, ils auront vite marre des pavés. 20 mai. Ils sont marrants, ces Français. Ils se révoltent pour me prouver qu'ils sont pas des veaux. Résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils gueulent comme des veaux. 22 mai. Avec cette grève de la SNCF, les vaches doivent s'étonner de ne plus voir passer de train. Elles sont bien françaises. Elles aussi, elles le regrettent, leur train-train quotidien. 23 mai. Il y a en France 38 000 communes, et dire que nous en sommes à peine à la seconde. 27 mai. En France, il arrive souvent qu'on voit rouge, même quand on tire à blanc. Résultat, on se retrouve tous avec des bleus. 29 mai. J'ai bien envie de téléphoner à Tizot. Si ça l'intéresse toujours, je lui bazarde mon fonds de commerce. 30 mai. Pendant cette révolution, j'ai loupé mon premier discours. Mais aujourd'hui, j'ai été formidable dans le deuxième. J'ai mis 3 semaines pour annoncer en 5 minutes ce qu'il fallait entreprendre dans 1 mois et que j'ai pas été foutu de faire en 10 ans. Mais bon sang, de bon sang, aimez-vous les uns sur les autres. C'est ça la participation. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Ils chantent la Marseillaise sur les Champs-Élysées. Voilà qui pousse la note à présent. Après tout, c'est justice puisque c'est eux qui la paieront. 1er juin, dans le fond, tout ce qu'ils voulaient, ces Français, c'était des coups de tricolore. 2 juin, Jeanne d'Arc, ils l'ont laissé brûler. Louis XIV, ils sont même pas allés l'enterrer. Louis XVI, ils l'ont décapité. Napoléon, ils l'ont laissé enfermer, après tout. Estimons-nous heureux. L'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Seulement ça, c'est pas de Gaulle ni de Tizot, c'est de Blaise Pascal. Quand je suis parti avec ma classe pour faire bener la... Putain.
Le micro m'a troublé un peu. Alors on reprend. C'est pas mon métier de chanter. Quand je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans, cousin m'a dit, y a le fils Bidas qui part dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait ce que m'a dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Bidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants dans les monuments, dans les rues on se promène, ça nous fait passer le temps. Ce qu'on s'amuse avec Bidas. Dimanche matin, il y a des bobonnes qui s'en vont faire leur marché. Nous on en connaît de mignonnes et on va les regarder passer. Pendant qu'elles sont chez la fruitière, sur le trottoir nous les regardons. Puis de loin sans en avoir l'air, on les suit jusqu'à leur maison. Elles se méfient pas, elles n'y voient rien, ça fait comme ça, on s'amuse bien. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Et plus tard dans la vie, on dira vraiment, vrai au régiment, on a bien passé le temps. Ouais, bref, c'était le bon temps. Eh bien, mesdames, messieurs, pour imiter le général, j'ai un truc. Et ce truc, c'était simple comme bonjour, il fallait y penser. Je l'ai dans ma poche d'ailleurs, attention, ça demande beaucoup de place, je vais vous le montrer. Ce truc, c'est un élixir. Il me suffit d'une goutte de cet élixir et aussitôt, ça me donne la voix du général. D'ailleurs, attention, je dis une goutte parce que sans ça, cet élixir risque d'être très dangereux si on en abuse. Enfin, la semaine dernière, combien j'en ai pris deux gouttes et demie. J'en ai pris 2 gouttes et je me suis retrouvé comme mal de tête épouvantable. Et puis alors en coulisses, on me tenait plus. Je me prenais pour Dieu le Père. Oui. Dans la rue, je criais des choses curieuses. Je criais, vive les taxis libres! Remarquez, maintenant, ils sont tous libres, pour écoute, hein. Bon. Mais alors, donc, si on n'en abuse pas, il suffit d'une petite goutte. Dans le jury, il y a un monsieur qui a l'air très intéressé. Vous voulez goûter, monsieur mon élixir? Ça n'a pas mauvais goût, hein, c'est de l'eau de Pologne, alors vous risquez. Alors donc, une petite goutte dans l'interstice des lèvres, pardon. Ça y est, nous y sommes. Alors ensuite, il faut une table, évidemment, une chaise. Normalement, il faudrait Michel Droit, mais ici, on n'a pas les moyens. J'ai tout fait pour le faire engager, ils veulent pas. Bon. Alors au début, n'est-ce pas, c'était relativement plus facile. C'était la grande époque, l'époque de « je vous ai compris, je sais ce qui va se passer ici ». Enfin, vous connaissez la suite, hein. Maintenant, d'abord, le général a 10 ans de plus, moi aussi, ça compte quand même à nos âges. Ça me fait rire d'ailleurs, comme les gens quand ils me disent « il est quand même bien le général pour son âge ». Et moi, je suis pas bien pour son âge. Alors donc, des lunettes ensuite, les mains qui fonctionnent mal, n'est-ce pas? Ça s'appelle la maladie du puitraine. Ah oui, nous attrapons la grippe, la rougeole, lui la maladie du puitraine. On ne sait pas ce que c'est, il n'y a que lui qui l'a. Bon, j'ai tout fait pour l'attraper, j'ai pas réussi. Bon, et ce qui est très important également, l'air de s'ennuyer toujours lorsque les autres parlent. Quand les autres parlent, ça lui paraît toujours trop long. Quand Michel Droit parlait, ça donnait ça. Voilà, mais alors après, quand ça vient à lui, c'est la grande forme, c'est parti mon képi. Eh bien, il y a une question qu'on me pose aussi très souvent. Avec un petit air mystérieux, on me dit toujours « Mais Henri Tizot, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il s'est manifesté? Est-ce qu'il vous a écrit? Est-ce qu'il vous a invité? Est-ce que vous l'avez vu ?» Eh bien, ce soir, je peux répondre à cette question par l'affirmative. Oui, je l'ai vu.
Et d'ailleurs, il me téléphone très souvent. On a même un petit mot de passe au téléphone tous les deux. Il me dit « Allô, est-ce que je pourrais parler à monsieur qui vous savez ?» Alors moi je dis « De la part de qui ?»« De la part de vous savez qui ?» Ah. Bonjour mon général. Et alors dernièrement il me dit « Dites-moi mon cher Tizou, est-ce que vous seriez libre samedi ?» Je dis « Oui. » Bon, eh ben, je vous amène au week-end à Colombey. Je vais vous chercher à 7h à Montparnasse. Ça vous va-t-il? Je dis « Oh, on va pas partir avant. » Non mon vieux, fini à 6h30, je vous prends à 7h. Alors, il vient me chercher à Montparnasse, il habite Montparnasse. Il vient me chercher avec la DS, les motards, enfin tout le cirque. Moi, je monte devant, lui et elle étaient derrière, et la voiture démarre à toute allure. J'avais une peur, c'est vrai, j'aime pas la vitesse. J'aime pas aller vite, surtout quand je conduis pas, j'aime pas du tout ça. Et alors, Mme de Gaulle aussi n'aimait pas ça. Elle disait, mon Dieu, Charles, pourquoi aller si vite? Nous avons largement le temps, nous allons nous reposer. Je vous en supplie, Charles, faites ralentir. Ralentir? Vous, les mêmes morts, ils veulent. Alors, on a pris la route, on a fait très vite pour aller là-bas, penser avec les motards, ils écartent tout. Et puis les routes sont très bonnes, non c'est vrai, les routes sont très bonnes, tout est regoudronné de neuf, c'est formidable. On est arrivé vers les 9h, on s'est mis à table tout de suite, il y avait de la potée, ah oui, parce que ça, il adore la potée. Lorraine, évidemment, suivait la croix. Et, que je vous raconte, dans l'intimité, vous savez, dans l'intimité, il est absolument tel qu'on se l'imagine. Il est insupportable. Il a toujours besoin de quelqu'un. Passez-moi le sel, il n'y a pas assez de pain, c'est chaque fois la même chose. Un coup de rouge, tenez, servez-moi mon cher Tizou. Cette potée est trop chaude. Alors vous savez ce que c'est, elle, toujours gentille, essayant d'arranger les choses. Voyons Charles, faites comme moi, soufflez. Alors, il souffle dans sa cuillère, il en fout partout. Ça, c'est son côté militaire, vous savez. Bon, alors, on a pas mal mangé, on s'est levé de table, on a mangé frugalement, enfin pas mal, pas des plus, mais enfin pas mal. J'avais encore faim, mais enfin, ouais. Ah non, chut, mon Dieu, ah non, chut, chut. Alors ça non, hein, que ça reste entre nous, hein. Non, c'est vrai que ça aille pas plus loin, hein, parce que ça vient pas de lui, ça vient d'elle. Alors, on est allé dans le salon, et alors il y avait un grand feu de bois, et vous savez, il était tout triste. Il était tout tristouillé dans son fauteuil. Alors moi, je lui dis, franchement, il m'invite, de quoi j'ai l'air, et ils me disent pas un mot, de quoi je... Alors, c'est ce que c'est. Dans ces cas-là, bêtement, je fais... Ah là 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 là. Ah, je vous en prie, un Tizou, me parlez pas de politique. Alors, on est allé se coucher, la conversation s'engageant pas, on est allé se coucher. Le lendemain, à 7h, on me réveille. Monsieur Tizou, réveillez-vous, la messe est à 8h. Alors, on est allé à la messe, on est allé... Ah oui, oh, que je vous dise. À la sortie de la messe, j'étais embêté. Tout le monde qui demandait des autographes. À moi. Et pas à lui. Alors moi en plus il y avait des photos en couleur que ma maison de disques m'avait fait faire. Lui il a pas de maison de disques, il n'y avait pas de photos. Il faisait une tête. Alors on est retourné à la boisserie et pendant notre trajet de l'église à la boisserie, dans la DS, je me suis aperçu dans la conversation que qui vous savez est très yéyé. Ah oui, non, il est yéyé parce qu'il y avait des chevaux qui paissaient dans les prés de Colombey, vous savez, et avec un petit air entendu, il s'est mis à crier « Salut les bourrins !» Moi j'avais honte, hein, je savais plus où me mettre. Alors on est arrivé à la boisserie, et là il y avait monsieur Pompidou qui l'attendait, qui était arrivé de Paris. Ah, naturellement, Georges, vous l'avez encore bien reçu un plein week-end. Un jour tranquille, vous pouvez pas m'y voir. Bon, alors il s'était dans un bureau, j'ai entendu que ça discutait. Puis à un moment donné, ça a crié. Voulez-vous que je vous dise, Pompidou, vous n'êtes même pas foutu d'organiser mes voyages. Oui, hein, parce qu'après dans les conférences de presse, il dira le Premier ministre par-ci, la valeur du Premier ministre par-là. Mais alors dans l'intimité, qu'est-ce qu'il prend le Premier ministre? Oh, à moi il me parlerait comme ça, hein, il me parlerait comme ça à moi. Moi je le supporterais pas, hein. Puis alors j'entendais ça crier, Lyndon Johnson ne veut pas m'inviter, j'en ai rien à faire, j'ai déjà vu sur l'Amérique, faire connaître la Chine, ça me fera avoir du pays. Alors monsieur Pompidou qui disait, mais enfin mon général, c'est pas possible, rendez-vous compte des suites, Tiankai-shek, Formose, etc., on va être obligé de casser. Faites que je vous dis, les compris Pompidou, je veux que Johnson soit le Lyndon de la farce. Faites que je vous dis, reconnaissez Pékin, bref, reconnaissez Pékin. Alors du coup j'ai trouvé un surnom pour qui vous savez, je l'appelle Pékin le Bref maintenant. Monsieur Pompidou, à un moment donné, la porte est ouverte, monsieur Pompidou est sorti, il était blême, contrarié, gêné, vous savez, en plus, il avait vu que j'étais dans la pièce à côté, que j'avais donc du tout entendre, il s'est dit, il va tout répéter ce qu'on a dit, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et monsieur Pompidou a dit, écoutez mon général, c'est fort simple, c'est très simple, je renonce à comprendre. Bravo, ça nous fera gagner du temps.
Alors Madame de Gaulle, toujours gentille, voyons, Georges, vous restez déjeuner avec nous. Non, 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 il a affaire. Alors il est reparti à Paris, nous on se remet à table. Il y avait encore de la potée, froide par-dessus le marché, oui, il y avait la grève du gaz à l'électricité, vous savez, on l'avait caché jusqu'au dernier moment. Alors moi la potée, j'aime pas ça, mais froide, je disais non merci, ça va, je suis au régime, ça va, j'ai un peu engraissé, non merci, ça va. Alors il a profité de l'occasion pour m'humilier. Il arrêtait pas de dire, mais mangez dans de la soupe, Tizot, voyons, mangez dans de la soupe, surtout vous, qui voulez devenir grand. Alors après, qu'est-ce que... Ah oui, on a parlé métier tous les deux. Il m'a dit, dites-moi mon cher Tizot, je voudrais vous demander un petit renseignement. Qu'est-ce que vous mettez à la télévision comme maquillage? Votre maquillage est très bien. Dans le temps, les copains, vous étiez très bien maquillés. C'était quoi? Alors je lui dis, ben mon général, attendez que je dise pas de bêtises. C'était... Ah oui, c'était du numéro 3 de Max Factor. Ah! Vous voyez, Yvonne, ils m'ont mis du 4 la dernière fois. C'est pour ça que j'étais trop pâle. Après, on a parlé des tournées. On disait que notre métier à tous les deux était difficile. C'est vrai, c'est fatigant ces tournées. Et puis alors, notre métier commun, c'est quand même terrible. D'une région à l'autre, le public change. Il y a des régions où le public crie bravo. Dans une autre région, il crie autre chose. C'est vrai. Alors, il me dit, mais mon cher Tizot, c'est sensible pour vous aussi à ce point-là. Je dis, oh là là, c'est très curieux. Il y a des régions où on m'accueille mieux qu'ailleurs. Tenez, par exemple, la Côte d'Azur, c'est très bon pour moi. Pourquoi vous ne faites pas plus souvent la Côte d'Azur, mon général? Non, non, la sonorisation y est trop mauvaise. Et puis alors, dites-moi, mon cher Tizot, puisque nous en sommes venus à parler des tournées, comment ça marche-t-il pour vous dans le Vaucluse? Oh, je dis dans le Vaucluse, oh, bien. Bien dans le Vaucluse, gros accueil. Tenez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à Carpentras, oui, à l'Éden de Carpentras. On a dû faire 2600 personnes. Alors là, qu'est-ce que je n'avais pas dit? Il était vert. Très comparé, il me dit, ah oui, oui, moi aussi, ça marche très bien dans le Vaucluse de Carpentras. J'ai dû faire 5000, 6000 personnes. Alors moi, je dis, attention, en général, 6000 personnes peut-être, mais non payantes. Oui, mais vous passiez avec Richard Anthony à Carpentras. Moi, je passais tout seul, mon cher Tizot. Ça, il veut jamais avoir le dessous, hein. Oh, il y a des moments, il m'énerve. Non, c'est vrai, je sais pas ce que je ferais, il y a des moments. Alors, j'avais lu que dans les journaux qu'à Marseille, ça avait été mitigé pour lui, vous savez. L'accueil a été très tiède. Alors, je lui dis, mais mon général, et à Marseille? On lui dit, bah, Marseille, oui, ça a marché moyennement, je vous le cache pas. D'ailleurs, je m'y attendais. Ça n'a pas été pour m'étonner, c'était dans les statistiques de Malraux. Je dis, mais comment ça? Bah, évidemment, le cirque Bouglione passait le même jour. Ah non, alors là, je dis, non. Non, il est de mauvaise foi. Je lui dis, mais mon général, vous pensez pas... Enfin, dimanche, je lui dis, pensez pas qu'il y a des éléments extérieurs? Marseille, c'est la ville de Gaston Defferre, qui est maire de Marseille, qui voudrait prendre votre... Enfin, j'ai lu dans les journaux, hein, vous savez, qui voudrait prendre votre suite à l'Élysée, votre place. Enfin, Monsieur X. Alors là, très méprisant, très condescendant, il me dit, ah oui, oui, Gaston Defferre, oui. Oui, alors, en somme, d'après ce que je comprends, ils veulent remplacer César par Marius. Et cette histoire de Defferre, vous savez, il fait celui que ça laisse indifférent, mais ça l'énerve. Moi qui le connais bien, ça l'énerve. Et alors c'est toujours pareil, quand les grands sont énervés, c'est toujours le petit qui trinque. Imaginez-vous qu'à la boisserie, il y a un petit chien, bas sur pattes, voyez, avec de gros yeux, un peu bulldog, vous voyez, marron clair, roux, poil court, poil ras, presque chauve. Et alors ce chien, il est gentil avec tout le monde, mignon, sauf avec qui vous savez. Dès que qui vous savez passe, il fait... Alors je me demandais pourquoi, mais à la fin du week-end, j'ai compris. Est-ce que qui vous savez avait les nerfs de l'histoire de fer? En tout cas, il a passé ses nerfs sur le chien. Au moment où le chien ne s'y attendait pas, d'un coup, qui vous savez, un grand coup de pied. Va coucher, Nikita. Alors là, oh, moi j'ai pas laissé passer, vous savez. J'ai dit, oh, mon général, ne faites plus jamais ça devant moi, voyez-vous, que vous fassiez tout ce que vous voulez en France. Que vous fassiez tout ce que vous voulez en France, ça me regarde pas, je suis pas là pour critiquer. Vous êtes assez grand pour savoir ce que vous faites, vous maltraitiez les animaux, vous savez, je la mettrai pas parce que je fais partie de la SPA. Puis c'est comme ça, moi, il y avait 100 ans, on rentre à Paris par répondre de moyens. Heureusement que Mme de Gaulle est arrivée en disant, mon Dieu, écoutez, c'est pas possible, on vous entend crier depuis les communs, je vous en supplie, soyez raisonnable, Charles, vous qui êtes le plus grand. Alors moi j'étais lancé dans ma crise, vous savez. Je me fais de la peine, je me dis non, mais fais de peine. Et je suis parti.
Je l'ai regretté après parce que j'ai fait 6 km en 2 heures. J'avais une peur dans le noir, je me disais aïe aïe aïe, pourvu qu'on me prenne pas pour lui, qu'on m'en foute pas un coup là. Finalement, vers les 11h du soir, j'ai entendu les motards qui rentraient. Je dis tiens, c'est lui qui rentre à Paris, un peu voir s'il va s'abaisser à s'arrêter. Orgueilleux comme je le connais, je suis sûr qu'il va même pas freiner. Alors vous savez, j'étais fatigué, j'étais courbé comme ça, alors je me suis redressé parce que moi aussi, j'avais un petit orgueil, je faisais comme si de rien n'était. Pour moi la vie va commencer, je marchais, nanana. Finalement, les motards ont freiné, la voiture s'est arrêtée, vous voyez, il faut croire que dans le fond, hein, il m'aime un petit peu. Oui, c'est vrai, hein. Il faut croire qu'il a un petit peu d'amitié pour moi. Hein. Et il s'est arrêté, la portière s'est ouverte, je le revois comme si j'y étais. Ça me fait quelque chose de repenser. Non, c'est vrai. Ouais. Et alors, la portière s'est ouverte, il me dit « Allez, regardez-moi ce gros bêta de Tizot. Il est imitateur et boudeur par-dessus le marché. Allez, montez donc, ne faites pas l'enfant. Vous voyez bien que la route est très difficile sans moi. » Je dis « Non, il est là. » J'ai dit que je rentrerai à Paris tout seul. Je sais vis-à-vis de moi-même que j'ai des victoires à acquérir. Mais voyons, la route est longue. Alors là, j'ai pris sa voix, je l'ai fixée bien dans les yeux, j'ai dit « Mon général, la route est longue, mais qu'elle est belle. J'ai mis 3 jours pour entrer à Paris. » Quand on est jeune. Et depuis, il m'adore. Résultat, les gens qui sont méchants avec lui, il les méprise, mais ceux qui sont gentils, il les déteste. Bonsoir, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, pour ce que nous avons à faire, qui est une tâche d'information, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par demander aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, les questions qu'ils souhaitent me poser. Ensuite, eh bien, mon Dieu, ces questions, on les mettra, si vous le voulez bien, en ordre. On les groupera. Je pense d'ailleurs que les sujets principaux sont à l'esprit de tous, et à toutes ces questions, eh bien, comme à l'accoutumée, je m'efforcerai de ne pas y répondre. Alors, mesdames, messieurs, s'il en est parmi vous qui ont des questions à formuler, je leur demande de rechef de bien avoir la très grande mobilité de le faire. Mesdames, messieurs, je vous en prie. Je vous en prie. Votre retraite. Ma retraite, ah ben ça commence bien. Monsieur, étant donné les salaires des retraités qui sont si bas, je l'ai appris lors de ces événements, il n'est pas question que je m'en aille demain. Voilà pour ma retraite. Je vous en prie. Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vu votre grandeur. Vu ma grandeur. Votre grandeur. À ma grandeur, oui. Avez-vous à l'Élysée une baignoire spéciale pour prendre vos bains? Voilà une question bien indiscrète, monsieur, très originale. Bien. Tout ce que je puis vous dire, si toutefois ça puis vous satisfaire, c'est que je ne vais jamais à l'ONU. Et puis, je vous en prie. Oui. L'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. L'entrée de la Grande... J'ai déjà dit non, monsieur. N'insistez pas. Je veux bien faire des concessions et des réformes pour les Français, pas pour les Anglais. Et puis, je vous en prie. Oui. Avez-vous l'intention de faire le saut de l'ange? Le saut de l'ange, mais avec vous, quand vous voulez, mademoiselle. Bien, et puis, s'il vous plaît, je vous en prie. Et le Vietnam? Comment, le Vietnam? Ah, monsieur, pour une fois que je m'en mêle pas, je vous en prie, m'y poussez pas. Hein. Surtout après ces foire, ça me retombera sur la figure. Je vous en prie. En général. Oui. Pensez-vous de la révolte des étudiants? Monsieur, écoutez, tout ce qui va mal, ça ne me concerne pas. Ça concerne Pompidou. Pompidou a encore l'âge de passer les nuits, moi je l'ai plus. Et puis, je vous en prie. Général. Oui. Une maîtresse. Oui, la France, monsieur. Elle me donne bien du fil à retordre, vous savez. Je vous la souhaite pas. Bien, et puis, je vous en prie. Je suis beaucoup plus tranquille avec Yvonne. Enfin, ça, que voulez-vous?
Quand on est accroché comme je le suis, on ne peut pas s'en passer. Oui, vous en prie. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par chienlit? Ah, écoutez, monsieur, si après ce qui s'est passé, vous ne savez pas ce que c'est, on vous fera un dessin. Comment? La pilule, bah faut l'avaler. C'est la nature des choses. Tout se tient, comme quoi tout se tient dans ce monde-ci. Les terres est ronde et l'univers est petit. Bien et encore. Que s'est-il passé au Canada? Au Québec. Ah, alors là, je suis parti pour 3 tours. Rien, monsieur, rien ne peut donner l'idée de ce que fut la vague de foi et d'espérance française qui souleva le peuple tout entier au Québec au passage du président de la République. Il faut d'ailleurs aller à l'étranger pour voir ça. De Québec jusqu'à Montréal, sur les 250 km de la route qui longe le Saint-Laurent et que les Français canadiens appellent le chemin du roi parce que jadis, pendant des générations, leur père avait espéré qu'un jour, un chef de l'État français viendrait à le parcourir. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants s'étaient rassemblés pour crier passionnément « Vive la France !» Et ces millions arboraient des centaines et des centaines de milliers de drapeaux tricolores et de drapeaux du Québec, à l'exclusion presque totale de tout autre emblème. Ensuite, partout où je faisais halte, ayant à mes côtés M. Daniel Johnson, mon ami Johnson, parce que vous savez, j'en ai tout de même encore quelques-uns. Tout le monde chantait la Marseillaise avec une ardeur indescriptible. Alors à Montréal, deuxième ville française du monde, j'ai crié « Vive le Québec libre !» Ce qui porta au suprême degré la flamme des résolutions. Allons. Pour eux aussi. Pour eux, surtout, la France doit continuer à demeurer la France. Voilà, monsieur, ce qui s'est passé au Québec. Et encore. Comment, madame? En Roumanie, je suis venu trop vite, je ne peux pas vous le raconter. Il fallait m'y laisser, si vous voulez que je vous raconte. Bien, et puis, vous en prie. C'est tout, c'est fini. Et ta sœur? Ma sœur, elle est au Panthéon. Elle prie bon Dieu que tu sois moins con. Je ne l'ai pas volé, celle-là. Bien. Vous n'avez pas des nouvelles à prendre des autres membres de ma famille, non? Bien. Et puis, vous ne voyez plus rien, je vous en prie. La mini... Vous me prenez de court, monsieur. Et encore, c'est tout, c'est fini. Mon général. Qu'est-ce que je pense? Quand verrez-vous un homme dans la Lune? Oh, monsieur, dès que Mitterrand sera d'accord pour prendre place dans la fusée. D'ailleurs, ce jour-là, pour ne pas mettre que Mitterrand, il faudra une fusée impériale, ce jour-là. Tizot, mon général. Qu'est-ce que je pense de Tizot? Monsieur, vous savez, il n'y a pas la place pour deux. Alors, je vais vous dire très franchement, à ce sujet-là, j'aime bien m'écouter parler, voyez-vous, mais j'aime pas tellement m'entendre. Remarquez, il a un gros avantage sur moi, il répète les mêmes choses, mais lui, ça lui rapporte. Bien, c'est tout, alors vous ne voyez plus. Vous êtes battu aux élections. Qu'est-ce que je ferai? Eh ben, je me reposerai, je l'ai bien mérité, monsieur. Quant à Tizot, ben, il se démerdera. Bien. Alors, je crois là qu'à présent, tous les sujets sont sur la table, comme on dit, ou plutôt devant la table. Et nous... Il y en a encore une, allez-y, alors oui. Mais mon général, après votre récent voyage au Canada, qui a eu les conséquences que nous savons... Oui, gros succès, monsieur. Et puis certains Canadiens anglais se demandent non sans raison... Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Pourquoi voulez-vous donner le Québec aux Français alors que vous avez donné l'Algérie aux Arabes? Monsieur
que tout ce qui grouille, grenouille et scribouille n'a pas de conséquences historiques. Bien, alors tout ça, ça nous ramène à diverses questions. Ça nous ramène au Vietnam, au Québec, bref, ça nous ramène à la France. Et puis, il me semble qu'on m'avait aussi posé une question concernant le très grave problème de l'après-gaullisme. Qu'est-ce qu'il m'avait posé cette question? Ou alors on devait me la poser, cette question, je ne sais plus très bien. Bien, en tout cas, je crois qu'en ce jour-ci, elle intéresse particulièrement les Françaises et les Français. N'est-il pas vrai? Bien, alors, l'après-gaullisme, c'est tout naturel par les temps qui courent. Tout a toujours une fin, et chacun se termine. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais après De Gaulle, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être également dans 5 ans, puisque c'est le terme du mandat que la Constitution m'a confié. Mais, si je voulais faire rire quelques-uns, ou grogner certains politiciens au rencard, je dirais, mais voyons, allons, ça pourrait durer comme ça encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, franchement, je ne le pense pas. Eh bien, Français, dans l'éventualité où De Gaulle disparaîtrait, ce qu'il ne manquera pas de faire, eh bien, si Dieu lui prête vie, il vous restera Tizot. Oh, ça n'a pas fauché. Voilà déjà beau temps que je m'en suis allé prendre de la hauteur en quittant l'Élysée. Mais je suis toujours là. Et même au paradis, mon ombre plane encore grâce à Tizot Henry. Il fait bien, c'est formidable, général. Hein. Je suis le nouveau. Hein. Je suis le petit Nicolas, je suis le président de la République. Ah, c'est vous, ouais, Nicolas Sarkozy. Vous savez que le métier, en tout cas, a bien changé. Parce qu'avant, c'était les montres à gousset, et puis on se trimballait avec des femmes qui étaient moches. C'est vrai, faut reconnaître. Hein. Maintenant, c'est Rolex, c'est top modèle. Ça a quand même bien changé. Hein. Et puis, vous savez que j'ai fondé aussi un parti. Ah oui? L'UMP. C'est moi. Mais dis donc, l'UMP, oui, ça me fait penser au PMU. C'est les mêmes lettres. C'est pour ça que vous courez toujours. Il court le furet du bois, mesdames. Et le chômage, alors? Et le chômage, où ça en est? Ça, on l'a gardé. Parce qu'il faut garder les traditions. Ça, on a gardé. Ouais. Donc, en tout cas, je suis bien content. Je suis content de vous rencontrer. Ça fait. Ah ben oui. Vous haussez les épaules, moi je levais les bras. C'était plus fatigant quand même. Vous avez peut-être un petit conseil avant de terminer? Un grand conseil. Oui. Parce que je présume que vous voulez être élu à nouveau en 2012. Oui. Alors écoutez, il y a un truc immanquable. Oui. Vous dites aux Français qu'ils quittent l'Europe et que vous allez les aider à quitter l'Union européenne. Vous aurez tout le monde avec vous, la France et même les autres pays limitrophes. Tizot, sort de ce corps. Vive la République, vive la France. En tout cas, ce soir, je le dis, tiens. Vous le dites. Mais ce soir, c'est Yvonne qui nous fait une potée et à 20h au lit. Ah. C'est le paradis, quoi. Pour moi, ça serait l'enfer. Hein. Ah bon, à vous les studios. J'ai, depuis ces événements, envisagé toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de me maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne cesserai pas de l'imiter. J'ai un mandat du public, je le remplirai. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.